Alors, là, je viens d'écouter des vidéos euh, de... Comment il s'appelle? Terence McKenna. Je vous écrirai son nom. Euh, et dans ces vidéos, il parlait d'une drogue. Alors non, il parlait pas d'une, il parlait de plusieurs drogues. Qui ont des effets donc sur... qui sont psychoactives. C'est-à-dire qu'ils ont des effets sur la perception et qui peuvent, certaines d'entre elles en tout cas, altérer l'état de conscience. Comme le LSD et comme la psilocybine, apparemment, qui est un composé hallucinogène. Et il parlait du fait, dans sa vidéo, donc j'ai pas vérifié, donc ça se trouve je raconte des grosses conneries. Il parlait du fait qu'il y a quelques milliers d'années, donc je crois que c'était 15 000 ans, ou peut-être avant, je sais plus. euh, le cerveau de nos ancêtres a énormément augmenté d'un coup. Je crois il a presque doublé, quelque chose comme ça, en quelques milliers d'années, ce qui est extrêmement rapide pour l'évolution. D'ailleurs, il disait que de toutes nos connaissances sur l'évolution des animaux, et nos ancêtres et des ancêtres des autres animaux, c'est la plus fulgurante augmentation de taille d'un organe qu'on ait jamais vu. On n'a jamais vu, enfin qu'on ait vu de toutes nos connaissances. On n'a jamais vu un organe qui s'est développé aussi rapidement. Et c'est corrélé, c'est très intéressant de noter, alors que déjà, apparemment, il n'y a pas d'explication encore qui a été trouvée pour cette augmentation aussi soudaine, d'une, et de deux, apparemment, les humains, si on peut appeler ça des humains, en tout cas nos ancêtres qui ont vécu cette augmentation, cette évolution, euh, se nourrissaient quotidiennement de petites quantités d'une substance hallucinogène. Et il me semble que c'est la psilocybine, qui par ailleurs aurait euh, été avérée comme une substance qui, si elle est ingérée quotidiennement en petite quantité, améliore l'acuité visuelle et améliore aussi les capacités cognitives, ou en tout cas améliore le QI. On augmente un peu le QI. Bon, après, c'est pas faramineux, il me semble, hein, c'est pas 10 000 points de QI, mais quand même un peu apparemment. C'est notable. Euh, et apparemment aussi dans cette époque-là, on vivait beaucoup plus dans une sorte de société. euh, Il n'y avait pas de domination, il y avait plus une sorte de partage entre tous les individus de la société. C'était très ouvert en fait, il n'y avait pas vraiment de limites. Et c'était comme si la conscience de ces personnes-là était vraiment très ouverte, dans le sens où euh, apparemment, quand on prend du LSD ou d'autres substances qui altèrent l'état de conscience, toute la précision des choses, toutes les limites, toute la dualité disparaît, ou en tout cas, pas forcément disparaît, elle est peut-être encore accessible si on y pense, mais c'est beaucoup, ça devient beaucoup plus évident l'unité. Ça devient beaucoup plus évident de voir les choses d'un point de vue d'un ensemble, en fait, de ne plus se sentir individu, mais euh, de sentir être comme juste le tout, la nature. Je suis la nature, c'est pas je suis une partie, non, je suis la nature. Je, tout est nature, tout est tout. Et ça m'intéresse. J'ai vraiment envie de tester ça. Mais d'un autre côté, je pense pas que ce soit nécessaire. En fait, j'aime beaucoup l'idée qu'on n'a rien besoin de faire. C'est-à-dire que euh, il n'y a rien que l'on doive faire. Il n'y a aucune obligation. Je suis obligé de rien. Personne n'est obligé de rien. Et c'est parce que personne n'est obligé de rien que nous ne sommes pas obligés de ne pas être obligés.
Donc, étant donné qu'on n'est pas obligé de ne pas être obligé, ça veut dire qu'on peut être obligé. On est obligé de rien, donc on peut s'obliger des choses. On est libre d'être esclave. Et c'est vraiment drôle. Parce que je trouve que dans la façon dont moi j'ai vécu cette recherche spirituelle, déjà je l'ai vécu comme le fait de rechercher quelque chose que j'avais déjà. Et je l'ai vécu comme quelque chose d'absolument paradoxal. Parce qu'il y avait toujours cette... C'est... je me sens coupable d'être coupable. Je veux ne plus vouloir quand j'étais vraiment dans les extrêmes. Je me fais la promesse de ne pas me faire de promesses. J'ai le devoir de ne pas ressentir de devoir. Et sûrement des dizaines d'autres. Alors apparemment, je ne suis pas le seul à avoir vécu ce genre de paradoxe, de choses impossibles à faire. Parce que c'est basiquement, c'est grossièrement l'ego, si on peut appeler ça comme ça, ouais, l'ego, la sensation d'effort, la tension intérieure qui se tend afin de se détendre. En fait, voilà, il y a quelque chose dans ma tête qui s'appelle l'ego. Et que je vais, dans ce cas-là, définir comme étant une tension mentale. Une tension, un effort. Quelque chose qui n'est pas spontané, quelque chose qui est réfléchi. Mais c'est pas juste la réflexion. C'est vraiment, il y a quelque chose qui me fait souffrir. Et c'est cette forme de tension intérieure. Et c'est comme un outil dans ma tête que j'ai créé, qui sert à tendre les choses dans ma tête, qui tend, et qui se rend compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ce qu'il essaie de faire, c'est il essaie de se détendre. Donc c'est l'outil qui a pour seule fonction de se tendre, qui essaie de détendre le cerveau, qui essaie de détendre ce qui se passe dans la tête, alors que c'est lui la seule cause de la tension. Et quand il veut se détendre, et ben il se tend. Donc l'ego ne peut pas vouloir se détendre, parce qu'il se tend en voulant se détendre. Et quand l'ego se rend compte de ça, quand l'ego se rend compte qu'il ne peut pas qu'il ne peut pas lui-même se détendre, eh ben il veut ne pas vouloir se détendre. Du coup, il se tend parce qu'il veut ne pas vouloir se détendre. Tu vois, il se dit non mais mince, il faut que j'arrête d'essayer de me détendre. Donc du coup, il se tend pour ça. Et je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense que même ça, c'est pas un problème. La tension, c'est pas un problème parce que c'est grâce à la tension que la détente existe. C'est comme j'avais entendu dire que je crois que c'était on m'avait déjà dit ça. Bouddha, donc Gautama, je sais plus comment, a dit la vie n'est que souffrance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie n'est que le contraire de la souffrance. La vie n'est que bonheur, la vie n'est que plaisir, la vie n'est que joie. On va dire que si lui disait la vie n'est que désagréable, eh ben ça implique forcément que la vie n'est que agréable. Parce que les désagréables et agréables s'impliquent mutuellement. C'est pas une opposition, c'est pas une exclusion nécessaire, c'est une inclusion nécessaire. Donc, il n'y a pas de problème. Et en fait, l'existence des problèmes, c'est génial, justement, pour cette sensation qu'il n'y a pas de problème. Tout est parfait, justement parce que l'imperfection existe, ou a existé. Du coup, je peux dire que tout est parfait. Alors qu'en réalité, tout est ni parfait ni imparfait. Mais bon, c'est ce que je dis les fois comme d'habitude. Bonne journée!